Bonsoir à tous et bienvenue à la soirée de la Maison de la Presse où ce soir on reçoit deux caricaturistes, deux dessinateurs de presse. Alors on a avec nous ce soir Jacques Sondron. Bonsoir Jacques. Bonsoir Lucie. Alors Jacques, c'est le plus liégeois des deux caricaturistes qu'on reçoit aujourd'hui, diplômé de Saint-Luc tout de même, c'est vraiment juste à côté. Oui. D'abord, vous avez fait de la publicité, de la bande dessinée, puis vous vous êtes spécialisé professionnellement dans tout ce qui est caricature et dessin de presse. Aujourd'hui, vous travaillez notamment pour l'Avenir, le Courrier international, parmi tant d'autres collaborations. Vous publiez aussi chaque année un bien joli bouquin. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à votre sujet, monsieur Jacques Sondron? Non, ça me paraît très complet. Voilà, le bouquin, c'est un recueil des dessins de presse faits dans l'année. Donc, voilà. Parfait. Et alors, de l'autre côté, nous avons Frédéric Dubus, qui est nettement plus bruxellois. Il a fait la route depuis Uccle pour être avec nous ce soir. J'ai cru comprendre que c'était un défaut ici. Et bien sûr Oui. que non, on apprécie beaucoup l'effort du déplacement. Vous êtes gentil, c'est bien que Liège s'ouvre un peu à la capitale. Au talent de la capitale. Oui, oui. Voilà. Eh bien, bienvenue, Frédéric Merci beaucoup. Dubus. Alors, la légende dit que vous êtes tombé dans la caricature politique il y a plus de 30 ans déjà. C'est une légende, ça fait un peu plus que ça. Et aussi pas mal crayonné pour des livres pour enfants, dont La Semaine de Lorette, qui est un grand lien que nous avons entre nous. Oui, enfin, un lien. Un lien, oui, voilà. Pour les petits On, raconts, on en plus parlera tard. plus tard. Aujourd'hui et depuis longtemps, vous nous faites mourir de rire, notamment dans la DH La Libre. Ça, c'est pour les quotidiens et pour le Soir Mag chaque semaine. Voilà, ça suffit à mon bonheur. Eh bien, voilà pour les grandes lignes pour présenter nos deux invités de la soirée. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec une question qui va beaucoup vous parler à tous les deux. Vous n'y échapperez pas. Depuis 2015, caricature et dessin de presse sonnent naturellement dans la tête de tout un chacun avec Charlie Hebdo. Alors, Ah non, ah si. non, je pars. Est-ce que vous avez senti l'un ou l'autre, dans l'ordre que vous voulez, en avant et après Charlie Hebdo? C'est la question facile que vous avez certainement beaucoup entendue depuis 2015, mais qui est une question réelle. Est-ce que vous travaillez d'une manière différente? Est-ce que peut-être vos relations avec les éditeurs sont différentes depuis les attentats de Charlie Hebdo? Alors moi, personnellement, au-delà de la tragédie que c'était, ça n'a pas changé ma manière de travailler. Je travaille toujours de la même manière. C'est pas ça qui a personnellement révolutionné ma manière de travailler. Je crois que on a eu un nouveau regard sur les caricaturistes. On les a mis un petit peu, je ne sais pas, sur une espèce de piédestal. Ça a été très pratique pendant 2-3 mois pour draguer les filles parce qu'on disait je suis caricaturiste. Voilà. Après, c'est passé. Je crois que c'est revenu un peu à la normale. Mais oui, je pense que le problème, c'est qu'on a associé la caricature à Charlie Hebdo. Moi, je fais de la caricature, Jacques fait de la caricature, mais pas dans le même registre que Charlie Hebdo. Charlie Hebdo est un journal très, très spécifique, qui est quasiment le seul au monde à faire de la caricature provocante, trash, hebdomadaire. Nous, on travaille pour des journaux quotidiens, pour des gens qui lisent un journal, qui n'achètent pas pour les caricatures, pas pour être choqués, pas pour ce genre de choses-là. Et donc, on confond un petit peu le métier. Moi, je dis toujours, moi, je joue de la flûte, eux, ils font du punk. Enfin, peut-être que Jacques dira la même chose, qu'il joue de la flûte aussi, ou peut-être du violon. Traversière. Oui, voilà. Mais on n'est pas du tout dans le même registre. Voilà. Alors, ça a mis le métier un peu en lumière, mais c'est un petit peu un problème, parce que moi, j'aimerais bien qu'on nous refoute la paix, comme avant. Oui, mais je pense que tu as tout à fait raison. On ne fait pas tout à fait le même métier. Ils sont à peu près les seuls au monde. Euh, et nous, effectivement, on n'a pas le même public. On travaille pour des quotidiens ou pour des hebdomadaires avec des journaux qui sont relativement familiales. Je veux dire, quand tu achètes Charlie Hebdo, On sait ce qu'on achète, tu quoi. ne le laisses pas sur la table du salon pour que tes gamins de 6 ans jettent un coup d'œil dessus. Alors que nos journaux, bien. Et donc forcément, c'est pas de l'autocensure, mais on s'adapte quand même à notre clientèle, à nos lecteurs. Et donc effectivement, ça n'a pas changé grand-chose à notre travail. Moi, avant l'affaire des caricatures de Mahomet, j'avais jamais dessiné Mahomet. Pourquoi? Parce que Mahomet, il ne descend pas dans la rue dire des trucs, et donc ça m'intéressait pas spécialement. De la même manière, je dessine pas beaucoup Jésus, ce genre de choses. Par contre, ce que je trouve qui a changé, c'est le regard des gens.
effectivement, pendant 2 mois, on a été des stars. Tout le monde adorait les caricatures et tout. Mais je trouve que c'est vite retombé et pas dans le bon sens. Je trouve qu'on souffre un peu plus de, je dirais pas de censure, mais de la méfiance des éditeurs, par exemple, Et des donc, journaux, etc. Moi, je trouve qu'ils mettent parfois la pédale un peu douce. Ils ont peur de choquer. Donc il y a quand même un après Charlie, en tout cas, ou une espèce d'ambiance générale qui fait que les éditeurs sont plus frileux et font plus attention Oui, je aux dessins pense. que vous Oui, oui. proposez. Peut-être pas tous les éditeurs, hein. Il y en a encore qui... C'est-à-dire que ça a mis notre métier en lumière, alors que c'est pas notre but. Enfin, nous, on est dans le fond de la classe, on envoie une boule puante, mais on n'a pas envie d'aller sur l'estrade pour commencer à chanter ou réciter des poèmes. Et donc, à notre corps, enfin moi personnellement, c'est comme je le vois, à mon corps défendant, vous êtes caricaturiste, vous avez une responsabilité. Non, non, ça va, foutez-moi la paix. On nous a traités de fantassins de la démocratie. Oui, moi je suis Moi, pas je un pars pas au, fantassin. ouais, je Non, pars non, pas au moi front. je suis hein, dans moi, le fond de la classe, je suis derrière, tout à fait. et je dis coucou, je suis pas un combattant, moi. Enfin, voilà. Non, Mais eux sont des combattants, et c'est très bien, il en faut, c'est merveilleux. Ils ont un courage physique que moi je n'aurais jamais, mais on n'est pas tout à fait dans la même catégorie, quoi. Vous considérez que vous attaquez moins que Charlie Hebdo, que c'est ça qui fait la différence? C'est-à-dire que moi, je considère l'humour, pour ma part, tout le monde peut avoir son opinion, mais pour moi, l'humour, c'est une arme de défense, c'est un bouclier. Pour eux, c'est une arme d'attaque, c'est un flingue, enfin, un flingue, c'est peut-être pas une, mais c'est une épée. Eux, ils utilisent l'humour pour attaquer. Moi, j'utilise l'humour pour me défendre. C'est très, très différent comme principe. Je me défends de la cruauté du monde, de toutes les horreurs qui se passent, de toute cette actualité qui est toujours anxiogène. Moi, l'humour, ça me sert de bouclier, et j'essaie de faire partager ça avec les lecteurs. Mais je ne me dis pas, aujourd'hui, je vais me payer un tel. Je vais attaquer, je vais provoquer. Vous avez parfois des dessins qui sont quand même refusés par vos éditeurs? Et si oui, pourquoi? Ben d'abord, oui, on en a qui sont refusés. Moi, j'en ai qui sont refusés parce qu'ils sont pas bons, d'abord. Beaucoup, hein. Voilà, beaucoup. Non, non, mais voilà, il faut. Et puis, ils doivent coller avec l'actualité, le lectorat. Donc, voilà, demain, je vais pas faire un dessin sur Mahomet parce qu'on n'en parle pas. Or, je trouve que dans Charlie Hebdo, c'est parfois un peu une obsession. Quand ils ont un truc qui fâche, ils tapent dessus jusqu'à épuiser les gens. Euh, voilà, maintenant, je sais qu'il y a des sujets plus difficiles. Enfin, j'ai fait des dessins sur le handicap, sur la mort. J'ai pas trop de problèmes avec le journal, mais j'ai plus souvent des lecteurs, par contre, qui réagissent même directement. Maintenant, je connais mon journal, donc je sais bien que si je fais un truc trop provoquant, parce que ça me fait plaisir de le faire, je sais que je vais pas le présenter au journal, parce qu'ils vont me dire non. C'est quand même un grand public, comme on disait tout à l'heure. Il est sur base, moi je travaille pour l'Avenir, qui est quand même une base fort catholique, royaliste, pour caricaturer un peu. Et donc je ne vais pas m'en prendre directement de front à ces gens-là, si l'actualité ne le propose pas. Alors, vous parliez des caricatures de Mahomet. Ah ouais, non, voilà, ça va. Si, On voit la connexion liégeoise, le tu qui est parti. Ok. par exemple, il y a eu toute cette période, quand même, cette affaire de Samuel Paty en France qui a fait aussi beaucoup de bruit, qui revenait encore une fois sur la notion des caricatures. Ça, si vous aviez dû le dessiner dans la presse, est-ce que vous seriez permis de dessiner Mahomet, ou c'est quand même devenu une espèce de chose qu'on évite de faire pour éviter de jeter de l'huile sur le feu? Je pense que j'aurais pu le faire, j'aurais peut-être essayé de l'éviter directement. Enfin, de toute façon, Mahomet, il y est pour rien. Pour moi, c'est un type qui est mort il y a quand même quelques centaines d'années. Il n'y a pas vraiment de raison de le remettre sur le tapis en dessin, etc. Je préfère m'attaquer aux terroristes ou ce genre de choses. Oui, on a quand même une responsabilité. Supposons que moi décide de faire un dessin, de dessiner Mahomet. Je sais que il faut d'abord que j'ai une bonne raison de le faire, que j'ai une bonne idée, mais ce qui n'est pas évident. Et puis je sais aussi que j'ai une responsabilité vis-à-vis du journal. Ça n'implique pas que moi. Le journal risque fort de le refuser parce que c'est le journal qui va être attaqué, et on n'a pas besoin de ça. Je pense aussi qu'il est
souvent plus intéressant quand on a un espèce d'interdit comme ça, ou d'arriver à quand même faire quelque chose là-dessus en le contournant plutôt qu'en fonçant dans la porte. Charlie Hebdo prend les portes. Ils le font très bien, ils ont tout à fait le droit de le faire, c'est impeccable. Moi, je préfère essayer d'éviter de prendre la porte et de voir s'il n'y a pas moyen de contourner le truc. C'est plus, ça donne souvent des résultats plus intéressants. Quand il y a des censures, qu'on le voit dans les films en URSS à la grande époque, ou même pendant le macartisme en Amérique, dans les films américains où on ne pouvait pas représenter, eh bien, ils arrivaient quand même à faire passer des choses, mais d'une autre manière, et ça force la créativité. Quel est pour moi l'intérêt d'aller dessiner Mahomet? Je veux dire, en plus, ça va quoi, j'ai une famille, je ne suis pas suicidaire, je n'ai pas envie de risquer ma vie pour ça. Voilà, surtout s'il y a moyen de faire passer quelque chose autrement. Voilà. Et puis au-delà même du fait d'être suicidaire ou pas, c'est vrai que quand les caricatures de Copenhague sont arrivées, je pense qu'on n'était pas du tout au courant qu'on n'avait pas le droit de dessiner Mahomet, etc. Donc on ne s'était jamais posé la question. Maintenant qu'on sait que ça peut choquer une grande partie du lectorat, parce que ça ne choque pas que les gens du Moyen-Orient, il y a des musulmans en Belgique, qu'on peut choquer parce qu'ils ne comprennent pas bien le dessin ou des choses ainsi. Et je ne parle pas des terroristes, hein, qui sont quand même une minorité. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de choquer pour plaire, pour faire rire, pour faire sourire ou pour faire réfléchir? Choquer les gens, ça ne fait pas forcément réfléchir les gens. Mais alors là, on rentre dans un autre débat, mais choquer les gens, c'est aussi ce que le New York Times a fait. C'était en 2019. Et depuis, ils ont arrêté de publier les dessins de presse dans l'édition internationale. Je suppose que vous avez suivi ça tous les deux. C'était après la polémique d'un dessin d'Antonio Morilla Antunes, si on peut le voir peut-être à l'image. Un dessin qui a fait un tollé dans la communauté juive. Mais aussi et surtout sur les réseaux sociaux. Et alors là, on en arrive aussi à la question de ne pas travailler pour choquer les gens bêtement, tout à fait. Ne pas faire des caricatures de Mahomet quand ce n'est pas nécessaire, tout à fait. À un moment donné, est-ce qu'on ne rentre pas aussi dans un système où les gens sont tout le temps choqués pour à peu près tout? Là, on en est quand même arrivé à avoir des dessinateurs licenciés, même s'ils n'avaient pas fait cette caricature qu'on voit à l'écran. Il y a une procédure disciplinaire. Bon, ma foi, ça peut rentrer quand même dans la procédure logique. Mais arrêter littéralement les caricatures dans un journal comme le New York Times, qui est quand même, a priori... un journal qui défend les opinions assez libres, pour se protéger des flammes d'Internet, ça a fait quand même beaucoup réagir. Quel est votre regard sur cette décision? Je ne comprends toujours pas pourquoi ils ont arrêté tous les dessinateurs. Il faut préciser que ce dessin qu'on a vu passer, ce n'est pas le dessin du caricaturiste du New York Times. C'est une banque de dessins dans lesquels ils vont piocher. C'est pas le caricaturiste attitré du journal. Oui, c'est la rédaction vraiment qui a choisi le dessin, en fait. Ils ont une agence de caricature, ils vont piocher des caricatures. Ça marche comme ça en Amérique. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des caricaturistes attitrés aux journaux. Il y a des agences comme ça qui fournissent des caricatures dans lesquelles on peut se servir et publier. Donc, c'est quand même très différent parce que quand on est attitré dans un journal depuis 30 ans, on a un rapport avec le lecteur, les lecteurs sont habitués. Ici, ils sont allés piquer un truc et mauvaise pioche. De là, effectivement, à supprimer la caricature en général, on est dans le phénomène de la cancel culture, où il vaut mieux, effectivement, pour ne choquer personne... ne rien dire. Oui, c'est ça. Et effectivement, la caricature, le dessin a une force plus grande qu'un texte, parce que ça se voit tout de suite. C'est la première chose que les gens vont voir. C'est le gros... on parlait du changement dans le métier. C'est pas Charlie Hebdo qui a changé le métier, c'est les réseaux sociaux, quoi, pour moi. Hein. Ça, c'est une bénédiction et c'est en même temps une plaie. Je veux dire, quand on invente l'avion... qui est un truc merveilleux. On invente l'accident d'avion qui est le crash, quoi. Il faut faire avec. Donc, est-ce que finalement, les réseaux sociaux ne seraient pas encore plus dangereux que les extrémistes pour votre métier? Oui, clairement, parce que la société évolue vers des trucs de plus en plus morcelés. On a les féministes, on a les antifas, on a les LGBTQ, machin, on a je veux dire, chaque groupe se referme de plus en plus sur lui. Il y a plus une espèce de
choses qui fait communauté sur lequel tout le monde se retrouve plus ou moins. Même Noël pose un problème, même Saint-Nicolas, c'est devenu un problème. Qu'est-ce qui nous rassemble encore tous? Il n'y a plus grand-chose. Alors forcément, le problème vient, à mon avis, moi, j'ai jamais eu de problème avec les terroristes musulmans ou les musulmans tout court. Les problèmes viennent plutôt, effectivement, de ces petites communautés très actives qui défendent leur bout de gras, chacun dans leur coin. Et forcément, je me suis fait attaquer sur des dessins, mais de manière totalement aberrante, là où j'ai rien vu venir. Oui, mais Vous avez des exemples? je vais vous trouver un exemple. Oui, voilà. C'était pendant la tentative de formation du gouvernement. Le roi recevait des informateurs, il en a reçu 500. À un moment, il reçoit Egbert Lachart, que personne ne connaît. En tout cas, en Wallonie, à Bruxelles, ce n'est pas un type connu. Je lui mets un masque, parce que de toute façon, même si je fais une bonne caricature de lui, personne ne le reconnaît. Voilà, et il sort du bureau du roi, et Mathilde arrive vers Philippe et lui demande « Qui est-ce que tu as reçu aujourd'hui ?» Et Philippe répond « Je ne sais pas, un type avec un masque. » Voilà. Vous ne croyez pas que ce dessin a été attaqué par des féministes qui disaient « Eh oui, voilà, un type, évidemment. Pourquoi pas une femme? Eh oui, mais ça, c'est du bus, hein, vous voyez, il a déjà... » Et alors, la reine qui vient lui apporter un café, évidemment, elle sert... Et ça s'est déchaîné comme ça, espèce de... Et là, je me dis, mon Dieu, on en est là. Donc, je ne pensais pas me faire attaquer par des féministes sur un dessin avec Egbert Lachart. C'est pas moi qui l'ai reçu. C'est pas moi qui décide de recevoir des hommes ou des femmes. Je commente l'actualité. Alors, voilà. C'est un exemple parmi d'autres, mais celui-là, il était quand même assez gratiné. Jacques Sandron. Au-delà de cet aspect qui est très vrai, il y a aussi le fait que Internet, en général, et Facebook en particulier, a répandu nos dessins partout dans le monde. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à dessiner il y a 20 ans, je dessinais pour les lecteurs de l'Avenir, qui étaient wallons. Mes dessins n'allaient pas beaucoup plus loin. Maintenant, avec Facebook, en 5 minutes, ton dessin, il est vu en Afghanistan, il est vu en Chine, enfin, peut-être moins en Chine. Le Charlie Hebdo avec les caricatures de Mahomet, moi je ne l'ai pas trouvé à ma librairie, mais il était au Pakistan. C'est ça, voilà. Il est... Et donc on fait des dessins pour nos lecteurs wallons qui rient quand j'écris oufti dans un dessin. Et si ça tombe en Afghan, c'est une insulte. Et donc je vais choquer des personnes là-bas. On ne sait même pas pourquoi. Et ça, c'est un vrai danger. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des... En fait... Et donc ces réseaux sociaux et ces commentaires ont vraiment un impact sur votre travail au quotidien? Vous faites attention à ce que vous dites et ce que vous dessinez? Non, parce que le problème, c'est que... Ouais, tu dis non, mais... On essaye de plaire à notre lectorat, donc à nos amis wallons, bruxellois. On sait déjà qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais là, maintenant, il faudrait plaire au monde entier. Et Groucho Marx disait plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc on peut pas s'occuper de tout le monde. Si on s'occupe de tout le monde, si on essaie de plaire à tout le monde et de faire rire tout le monde, on fait rire personne en fait, parce qu'on va obtenir des dessins plats, neutres, machin ce qui grince. Moi j'ai envie de répondre comme toi, non, ça n'influence pas mon boulot, mais je sais qu'inconsciemment, il m'arrive de me dire oula, si je fais ça, je vais me faire attaquer. Et ça vous freine ou vous vous dites je vais me faire attaquer mais c'est pas grave, c'est le jeu? J'essaye à ce moment-là de voir comment je peux faire pour éviter parce que moi c'est pas mon but, j'ai pas envie d'être attaqué par les féministes, je veux pas aller chercher les provocations. Donc je me dis est-ce qu'il y a moyen de tourner le truc de manière un peu plus subtile? Donc ça m'est arrivé de faire des petits accommodements qui à mon avis ne déforce pas le dessin, ne le rendent pas plus mou ou plus. Mais mine de rien, ça, ouais, je pense que ça, à la longue, ça influe quand même, oui. Alors on a une question qui part un peu dans ce sens-là par rapport aux réseaux sociaux et aux commentaires qui peuvent aller avec. Si vous vous permettez, on va la lire avec vous. Elle s'affiche, elle arrive. Voilà.
Donc je lis, vous publiez dans un journal avec une ligne éditoriale claire, mais aussi sur les réseaux sociaux, où tout un chacun peut les lire et surtout les commenter, les critiquer, les incendier parfois. En quoi ce recours aux réseaux sociaux influence-t-il votre rapport à un public capable ou non de décrypter, de comprendre votre dessin? C'est une question de Philippe Renette. Alors il y a beaucoup de questions dans la question. Et ça rebondit un peu moi, sur je ce pense qu'on que je dit. viens de répondre plus ou moins. Oui. Euh, Là, il parle plutôt des critiques qui sont directement les commentaires en dessous des dessins que vous partagez sur les réseaux ouais, sociaux. il Parce faut que dire que les finalement, commentaires en dessous des dessins sont très souvent des commentaires qui ne parlent pas du dessin, mais qui parlent de la situation. Moi, je passe pas ma vie à lire les commentaires, mais enfin, je les parcours quand même de temps en temps parce que c'est quand même intéressant. Mais souvent, c'est ah ouais, tous des cons, de toute façon, tous des salopards, ils nous prennent notre argent. Bravo, monsieur Dubus. Enfin, je ne devrais pas dire ça sur Facebook parce qu'il y a des gens qui. Mais bon, ouais, c'est souvent ça. On parle assez peu du dessin en lui-même, de ce que dit le dessin. Mais ça, on ne peut pas l'en empêcher. Moi, après, mon dessin est fait, il appartient à tout le monde, je l'assume. En fait, il ne nous appartient plus. C'est ça le problème. Voilà, il appartient à tout le monde et il faut l'assumer. Moi, je suis toujours prêt à l'assumer. Et puis, les gens en font ce qu'ils veulent. Mais ça, c'est très bien comme ça, je trouve. On n'avait pas ça avant. Avant, on publiait un dessin et puis... On recevait une lettre tous les 3 mois. Oui, à peine. Maintenant, on a le commentaire. Et parfois, il y a des choses très, très intéressantes qui sont dites. Il y a des débats qui se font. Mais oui, l'influence que peuvent avoir les commentaires, elle existe quand même de manière, pour moi, un peu... Mais c'est certain que quand on a des critiques négatives Moi, j'en ai pas beaucoup. qui Hein. n'ont pas toujours de sens, etc., ça fait parfois mal. On me dit, vous auriez dû faire ça en plus, vous auriez dû faire ceci, vous auriez dû faire cela. Hein. J'ai envie de dire, achète-toi un crayon et viens le faire. Fais-en un. Non, mais il y a déjà assez de gens comme ça qui font des trucs sur Facebook pas très bien. Voilà, mais Je leur dis arrêtez. Au-delà de ça, je pense que ça peut être intéressant. Moi, je me souviens, j'ai fait un dessin il y a quelques mois que je vous ai montré, donc on peut peut-être le montrer avec la cavalière, qui est une jeune fille qui a perdu ses 2 jambes dans un accident de voiture, si je me souviens bien, et qui part faire un raid, qui va même diriger un raid à cheval dans le Sahara. Et en fait, je travaille pour une association qui s'appelle Let's Go, qui est une association qui aide justement les handicapés moteurs à faire du sport essentiellement. Beaucoup d'amputés, qui font du triathlon, du cheval et tout. Et il m'a demandé, comme il aimait bien mon travail, il m'a demandé de faire des dessins régulièrement pour alimenter sa page Facebook, etc. Et je crois que c'est le premier dessin que j'ai fait, là, il y a 1 mois ou 2. Et donc, j'ai pas C'est monstrueux. Voilà, c'est monstrueux. J'ai pas rencontré cette Monsieur fille. Fondron, vous êtes Voilà. un monstre. Et voilà, j'ai eu des commentaires de ce genre-là, beaucoup, je trouve. Et finalement, c'est la jeune fille qui a dû intervenir sur ma page Facebook pour dire, mais non, écoutez, c'est moi qui lui ai demandé ce dessin. J'ai vraiment plus de jambes et je dois vraiment serrer les et cuisses. et je fais du cheval quand même. Et tout. Et donc, moi, j'ai dû expliquer qu'en fait, pour moi, les handicapés ont les mêmes droits que tout le monde. Et donc, on a le droit de se moquer d'eux, etc. Et c'est exactement cette ligne-là qu'ils défendent. Et depuis, tous les 15 jours, je poste un dessin sur le handicap, sur leur page et parfois sur la mienne. Et là, maintenant, je n'ai plus tous ces commentaires. Donc, je pense que c'est rentré dans les... soit les gens sont désabonnés, sont partis en me traitant de sale con, ou les gens acceptent un peu mieux et se rendent compte qu'effectivement, on a le droit aussi de rire avec les handicapés, pas de rire contre les handicapés, mais de rire avec. C'est important, cette idée de rire avec. C'est pas intéressant de rire contre. C'est plus compliqué de rire avec les gens. Et quand on rit avec quelqu'un, on l'intègre. Mais là, on en revient à la question de base, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, à l'ère des réseaux sociaux, on ne peut plus être avec tout le monde. Il y a tellement de petites communautés qui se soulèvent les unes contre les autres. Voilà, ces gens-là n'ont qu'à partir de mon profil. On n'oblige personne, en fait, quand on met sur Facebook aussi. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on parle des responsabilités des caricaturistes, mais je pense que le lecteur a une responsabilité aussi, la responsabilité de regarder le dessin, d'essayer de le comprendre, de voir ce qui est dit, plutôt que de réagir avant même la responsabilité du regardant du dessin est tout aussi importante.
c'est irresponsable d'aller commenter un dessin sans avoir pris la peine de le décrypter, de savoir qui l'a fait, quand il l'a fait, dans quel endroit il l'a fait. Et plutôt que de partager un truc en disant « Regardez, celui-là, c'est un facho, celui-là est un salopard, celui-là… » ça m'est arrivé qu'on prenne un dessin comme ça qui soit publié, tagué, du bus, machiste, je ne sais plus quoi. Alors que ça fait 30 ans que je fais ça. Si on regarde tous mes dessins, ça n'est pas vrai, ça n'est pas défendable. C'est paru dans un contexte précis. Voilà, le lecteur a une responsabilité. Vous avez une responsabilité, les amis. Donc, si je synthétise un peu tout ce qu'on vient de dire, vous êtes conscient et vous constatez qu'en effet, il y a de plus en plus de critiques sur les réseaux sociaux, que les réseaux sociaux deviennent un peu l'endroit où tout se dit et les voix s'élèvent contre vous, mais finalement, vous arrivez à prendre suffisamment de recul pour ne pas que ça influence votre travail au quotidien. Disons, moi, ça fait partie de notre métier maintenant. Et c'est-à-dire que voilà, un dessin, maintenant, il faut pouvoir l'assumer. Et ça ne met pas en danger votre créativité, votre esprit de dessiner? Pas personnellement, non. Non, je pense pas. Formidable. Alors, on a une petite question qui reste un peu dans ce contexte-là, qui va s'afficher là. Il y en a une qui demandait, est-ce qu'il y a un dessin que vous regrettez d'avoir publié? Si oui, lequel et dans quel contexte? Et alors plutôt, et que j'aime encore mieux, y a-t-il un dessin publié hier ou les jours précédents que vous nous auriez plus réalisé aujourd'hui? Non, je ne regrette rien. Voilà, j'ai eu un moment, peut-être un dessin, où je me suis demandé si je ne devais pas avoir des remords. C'est un dessin il y a quand même très longtemps dans le journal du mardi. À l'époque, il y a un ministre, un jeune ministre écolo qui avait, si je me souviens bien, refusé de signer des accords pour vendre du matériel militaire à des pays étrangers. Et le Premier ministre l'a tensé et a signé à sa place. Et donc, à cette époque-là, j'avais fait ce bon ministre avec un missile dans le derrière. Bon, j'ai ce dessin sur mon mur. Mais voilà. C'était Deleuze. C'est ça, oui, Olivier Deleuze. Oui. Avec un petit masque en avec cuir. C'était une petite séance SM comme ça. Il est sur mon mur. Ah ben voilà. Oh, c'est beau cette coopération, comme ça, cet esprit d'équipe. Je vais le republier demain sur Facebook, tiens. Si tu veux. Et en fait, c'était un journal du mardi, c'était un journal quand même qui permettait pas mal de choses. Sans être Charlie Hebdo, il était quand même beaucoup plus virulent que les quotidiens, etc. Et puis j'ai eu évidemment quelques remarques. Et je me suis demandé par après, je me suis dit, tiens, mais en fait, Olivier Deleuze, il a des enfants. Je ne sais pas très bien s'il a des enfants ou pas, mais s'il avait des enfants dans la cour de récréation à 10 ans, et que quelqu'un vient lui montrer, ah, t'as vu ton père Et là, j'ai eu un petit peu d'air mort. Et puis, je me suis dit, de toute façon, c'est un responsable politique. Donc, c'est quelqu'un qui est habitué à la vie publique. Et donc, il doit protéger ses enfants. Ce n'est pas à moi de protéger ses enfants, c'est à lui de protéger ses enfants, de leur expliquer certaines choses. Et voilà, enfin, ce n'est pas moi qui l'ai jeté devant la scène. Une question pour Frédéric Dubus? Moi, il y en a plein que je regrette parce qu'ils n'étaient pas bons, parce qu'ils étaient mal faits, parce qu'ils n'étaient pas drôles. Voilà. J'ai pas un dessin dans le fond qui me dit, mon Dieu, je n'oserais plus faire ça. Probablement, mais encore une fois, chaque dessin a été fait dans un contexte particulier. Je pense, j'espère, pouvoir les défendre tous. On pourra sûrement m'en sortir un en disant « Ah, ouais, t'as fait ça ». Bon, quand je fais un dessin, moi, c'est Corbeil, vider la corbeille. Donc... Et l'évolution de la société aujourd'hui ne vous donne pas l'impression qu'il y a des choses que vous n'auriez pas faites dans la société actuelle? J'ai commencé, vous l'avez rappelé très élégamment, il y a une 30aine d'années. Voilà. Il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire. Hein. Je pense qu'on a plus de liberté maintenant qu'on en avait il y a 30 ans. Il y a encore 20 ans, j'écrivais un sketch pour la Revue des Galeries où j'avais introduit le roi qui venait faire un sketch. On m'a dit, Revue, Théâtre Royal des Galeries, on ne peut pas se moquer du roi. Personne ne se moquait du roi. Ça se faisait pas. Ça ne se faisait pas. C'est très bruxellois, ça, je crois. De ne pas se moquer du roi. Non, mais je veux dire, dans les dessins, en radio, quand André Lamy a fait la première imitation du roi dans Voter pour moi, c'est en 2007,
2007. Personne n'imitait le roi. Je vous jure que ça n'existait pas. Et c'est pour ça que ça a marché. Pas que pour ça. Mais voilà. Et la première phrase que le roi disait, c'est « Nom de Dieu ». Bon, c'était un truc, c'était une bombe atomique. Personne n'avait jamais fait ça, je vous jure. Je vous jure. En plus, il y a 20 ans, il n'y avait pas de caricaturistes dans les journaux. Quand j'ai commencé en 2002, il n'y avait aucun caricaturiste. Il y avait Royer qui terminait vaguement sa carrière dans les pages débat du soir, mais il n'y avait pas de caricaturiste quotidien dans les journaux. Il n'y en avait pas. À la Libre, il n'y avait personne. À la DH, il n'y avait personne. J'ai commencé en 97, moi, donc il y en avait un petit peu. Tu étais à l'Avenir en 97 ? Oui. Mais Ok. bon, tu parles de 2002, c'était peut-être 95, il n'y en avait pas, quoi. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de caricaturiste au soir. Il n'y en avait pas à la Libre. Il y a beaucoup plus de liberté maintenant. Depuis le roi, tout le monde le fait. Reprend l'imitation d'André Lamy. Tout le monde se moque de. La seule émission un peu politique comme ça, c'était La Semaine infernale où il se moquait de Di Rupo une fois par semaine en disant ouh, Di Rupo il est socialiste. C'était pas trash. Ça n'existait pas ça. Mais Donc on a plus de liberté maintenant. Alors, ça évolue. Il faut plus faire ceci. On peut attaquer ceci, mais pas cela. La liberté, on croit toujours que c'est deux murs, mais en fait, c'est une mer plate, mais avec des bancs de sable. On croit qu'on peut aller tout droit, mais il faut faire des détours. Et les bancs de sable, ça se déplace. Quand on a 30 ans de métier, plus ou moins, on sait à peu près par où il faut passer. On croit qu'on va aller tout droit, mais c'est invisible. Le politiquement correct évolue finalement. Ce qui est politiquement correct Oui, aujourd'hui oui, n'était oui. pas il y a 30 et ans on et croit qu'on a inversement. moins de liberté maintenant, mais on en a. Mais de toute façon, ce plus sont qu'avant. les gens qui évoluent, les mentalités. Tu parlais du roi. Moi, je me souviens, j'ai commencé donc à l'Avenir en 97, qui, à l'époque, était vraiment un journal catholique, lu par des catholiques. L'évêché avait des parts dans le journal. Monseigneur Léonard. Monseigneur Léonard, etc. C'était assez strict. Et je vois qu'en 25 ans, ça s'est adouci. Mais avant, il y avait des prêtres qui écrivaient dans le journal. Maintenant, je ne suis même pas sûr qu'il y ait encore un journaliste catholique, quoi. Se moquer du roi dans la Libre Belgique et de la fille naturelle, c'était inimaginable. Donc, il faut voir aussi ce qu'on a gagné. Ouais. Moi, je ne sais plus en quelle année, mais début des années 2000, je me souviens, j'avais fait un dessin sur le roi, et le chef d'édition de ce jour-là m'a téléphoné en me disant « Mais tu es fou, il y a crime de lèse-majesté ». Non, qui, donc, effectivement, voilà. dans la loi existe encore, sauf qu'elle n'est jamais appliquée. Mais on m'a sorti ça, quoi. Ce n'est qu'un exemple, mais on pourra en citer, à mon avis, plein. Alors, effectivement, on peut peut-être pas faire Mahomet. Encore, on peut le faire si on veut, parce que légalement, on a absolument le droit de le faire. Mais on peut faire tellement d'autres choses. Maintenant, je veux dire, les hommes politiques, on peut se moquer de tout. C'est bien trash. Tu fais Deleuze avec un missile dans le cul. C'est des choses qu'il y a 25 ans, on n'aurait pas pensé. On n'aurait pas pensé à le faire. Royer, on va continuer, peu, d'ailleurs. si vous voulez bien, on va continuer dans l'espèce de petite rétrospective avec la petite question pour les vieux cons. Vous baignez Lui d'abord. C'est moi, ça, oui. Vous baignez donc dans l'actualité chaque jour. Hein, c'est quand même votre premier outil de travail, c'est les médias, l'actualité tous les matins. Quel regard est-ce que vous posez sur le monde d'aujourd'hui, après plus de 30 ans de dessin et de moquerie? Je déteste ce siècle, m'emmerde. Qu'est-ce Je vais que faire mon Michel Sardou. Qu'est-ce que vous pensez de la société d'aujourd'hui? Merde. Commence-toi, parce que c'est une question très... Et vous avez vraiment le droit de faire les vieux cons. Je dirais peu importe ce qu'on en pense, elle évolue chaque jour, pas pour plein de choses que je trouve dommages et pour plein de choses que je trouve formidables. Comme tu disais tout à l'heure, c'est magnifique, on peut prendre l'avion. Voilà, moi, ma copine, elle vient de Toulouse, elle prenait l'avion jusqu'à un an d'ici, elle prenait l'avion pour 10 €. C'était formidable. À côté de ça, ça pollue. Et maintenant, c'est plus très formidable. Et maintenant, c'est on peut surtout plus prendre interdit. l'avion Donc, du tout, donc voilà. Donc voilà, la médecine a fait des progrès énormes, c'est très bien. À côté de ça, les réseaux sociaux. Enfin, un des plus beaux exemples, c'est Internet et les réseaux sociaux. C'est à la fois formidable et du grand n'importe quoi. C'est comme ça que vous définiriez alors la société d'aujourd'hui? Oui, je pense qu'elle est formidable et c'est c'est du grand n'importe quoi. Oui. Frédéric Dubus.
Oui, moi, j'ai envie d'essayer d'éviter de devenir un vieux con en disant c'était mieux avant. Il y a plein de choses qui étaient mieux avant. Avant quoi d'abord? Avant que ce soit moins bien, oui. Je crois que notre métier, c'est d'accompagner aussi cette société et de pointer de pointer juste ce qui est rigolo ou ce qui est absurde. Euh, Moi, l'évolution majeure que je vois depuis 30 ans, c'est cette espèce de morcellement dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il n'y a plus rien qui fait consensus, il n'y a plus rien qui fait société, quoi. Ça m'inquiète un peu. On se referme dans des petits cénacles comme ça, où chacun va aller chercher sa vérité, ce qui est accentué par les réseaux sociaux, où on ne voit que les choses qu'on a envie de voir, parce qu'on a viré tous les... Moi, j'ai des amis fachos dans ma timeline. J'ai de tout. Je les garde précieusement parce que je veux pouvoir lire ça. Je veux pas me refermer en disant oh oui, je vois souvent ouais, j'ai encore vu un mec qui a signé une pétition, je les ai virés. Alors forcément, on se referme de plus en plus. Qu'est-ce qui fait encore consensus maintenant sur qui fait qu'on se sent ensemble? J'ai vraiment du mal. Noël, Le gouvernement qu'on critique tous. oui, 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 peut-être. Et encore. Oui, peut-être. Mais oh, non, mais enfin, je veux dire quelque chose Ouais, non, mais tout dans à lequel fait. tout le monde peut se retrouver. Ça, c'est un truc qui me déprime un peu, quoi. Que même on attaque Saint-Nicolas parce que il a pas une croix sur sa mitre ou qu'il en a une ou qu'il a et que les gens ça s'étripent pour savoir si le père S'il Fouettard est est noir ou bronzé si c'est un ramoneur. Euh, voilà, tout est remis en cause systématiquement dans les 2 minutes. Ok, bon, je constate. Et alors, C'est fatigant, hein. un autre regard critique que je vais vous demander à tous les deux, et là, c'est pas sur la société, c'est plutôt sur les médias, la manière de traiter l'information. Encore une fois, c'est quand même votre premier outil de travail. Quel regard est-ce que vous posez aujourd'hui Les sur les médias? menteurs, tu veux dire? Pardon? Les menteurs, tu veux Voilà, dire? c'est exactement ce que je voulais entendre. Ben oui, enfin, je sais pas, tu veux peut-être commencer? Non, C'est facile. j'ai pas bien compris la fin de la question. Ce que tu penses des médias. Le regard que tu poses sur le traitement de l'information globalement aujourd'hui, puisque c'est quand même votre outil de travail principal. Le matin, je sais en tout cas que Jacques, il s'informe très tôt, il lit tout, il écoute tout. Ben, moi, je fais ça aussi, hein. Ben voilà. Donc finalement, vous avez aussi un regard assez critique et assez proche de l'information et de la manière de la traiter. C'est-à-dire que une information, maintenant, c'est devenu une marchandise. Si on a une bonne info, ça rapporte du clic. Et Ça a du toujours clic, été ça une rapporte... marchandise. Pardon? Avant, ça ne rapportait pas du clic, mais ça vendait des numéros, donc ça a toujours été une certaine forme. Oui, mais ça pouvait difficilement se calculer comme ça. Quand on en faisait un journal, on ne savait pas très bien pourquoi les gens l'achetaient. Maintenant, on voit bien sur quoi les gens cliquent. C'est un chien écrasé ou c'est une conférence internationale sur la dénucléarisation. Et on va voir tout de suite que ce qui fait le plus de clics. Dans cet ordre d'idées-là, donc il y a ça aussi... c'est peut-être une évolution un peu inquiétante parce que quand un journal partage un article, il voit si les gens ont aimé ou pas aimé. Et donc, forcément, on a tendance à dire ah oui, ça les gens s'en foutent. Moi, quand je fais un dessin sur le Conseil européen, les gens s'en foutent, hein. Non, enfin, je veux dire, ça va faire, je sais pas le buzz, quoi. ça va faire 300 likes. Voilà. Si je fais un dessin pour dire Di Rupo est un salopard, regardez, il est homosexuel, vous voyez le truc, je vais passer dans les 1000, quoi. Et ça, c'est dangereux, évidemment. Moi, je continue à faire des dessins sur le Conseil de l'Europe parce que c'est mon boulot aussi, même si c'est moins vendeur. Et vous avez l'impression que l'information se dirige en fonction de ce qui fonctionne et pas de ce qui est pertinent? Je ne sais pas comment ça fonctionne dans les journaux. Je n'y suis pas. Je ne suis pas dans la rédaction. Je veux croire quand même qu'on résiste aussi à la dictature du clic. Je pense d'abord que la première question à se poser, c'est de quels médias parle-t-on et qui peut se targuer? Enfin, il y a des bons et des mauvais médias. On travaille pour des bons. L'info, oui, tout à fait. L'info, je la prends sur des médias reconnus et diffusés, si pas en Belgique, en Europe, des choses qui sont bien reconnues, où je sais qu'il y a des vrais journalistes qui travaillent dedans, etc.
Le problème, enfin voilà, on sait bien, il y a différents types de presse. Il y a de la presse à scandale, il suffit d'aller regarder effectivement les clics sur les sites de certaines presses, où les articles les plus lus, c'est les trucs sur la peine de mort, sur une actrice qui a montré un bout de sein sur une plage. Oui, mais ça, c'est bon, la presse populaire. Donc Mais moi, je voilà. pense que ça peut exister. Moi, je travaille pour un quotidien populaire Pas et je travaille en même temps qu'elle doit pour. pas exister, mais je veux Ouais. dire, c'est pas forcément là qu'on va chercher ces renseignements pour se faire une opinion sur le Conseil européen. On est d'accord. On est Donc, d'accord. C'est pas les informations qu'on traite en priorité. On traite quand même plutôt de la politique, des choses, C'est ça, on voilà. va dire peut-être un peu plus fondamentales que de savoir effectivement Voilà. si un tel acteur a divorcé. Bon, c'est pas de la bonne matière pour nous. Et alors, il y a Mais- beaucoup de gens qui se croient informés, qui prennent un article, qui lisent le titre, qui partagent sans avoir lu le contenu de l'article, même pas le streamer, rien du tout, et qui partagent parfois de faux articles. Enfin, on sait tout le problème des fakes, etc. Donc, si vous- Souvent, moi, je vois des gens qui partagent un article scandaleux. Alors, c'est un article d'un journal réputé. Alors, tu cliques dessus et tu arrives sur la page du journal où l'article est réservé aux abonnés. Donc, tu te dis, le mec, soit il est abonné, soit il a lu juste le titre. Ah oui, c'est ça, voilà. Et ils Bon, partagent, voilà, mais parfois ils disent regardez comme c'est scandaleux et tout. Et en fait, si tu lis l'article, c'est pas scandaleux du tout. C'est un effet du Enfin journalisme bon, peut-être malheureux. des là, choses on est ainsi. un peu à côté de la question, je pense. Non, mais- parce qu'en fait, si je résume finalement vos réponses à tous les deux, ce qui vous interpelle, c'est pas tellement la manière que les médias ont de travailler, c'est plutôt la manière que les lecteurs ont de De lire. recevoir Je dis, l'information. la responsabilité du et de la- lecteur. et de la consommer, si on doit le dire vulgairement. Alors j'ai quand même une petite question qui est une pure question lexique. C'est une question de vocabulaire. On dit souvent caricaturiste et dessinateur de presse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence et l'un et l'autre? Est-ce que vous vous estimez plutôt dessinateur de presse ou caricaturiste ou les deux? Je pense Plutôt qu'on est les deux, caricaturiste. tous les deux. Non, enfin, On fait des gros nez, on caricature des personnes qui existent, quoi. mais ce qu'il y a, c'est que pour moi, caricaturiste. Il y en a qui font des chats, c'est plus du dessin de presse. Voilà. C'est pas de la caricature. C'est même du dessin d'humour, souvent pas forcément. Mais le dessin Oui, on d'humour. peut faire de la caricature paraît et dans du la dessin presse, d'humour. Voilà. On peut même en faire des musées, donc. Voilà. Dessin de presse ne veut pas forcément dire dessin d'actualité alors. Non. Non, et dessin de presse, c'est pas forcément un dessin drôle aussi. Ça peut être un dessin où il n'y a pas d'humour. Enfin, il y a beaucoup de variétés. C'est très très subtil. Hein. En fait, le problème, c'est que le dessin de presse, c'est un dessin fait pour la presse, donc qui paraît dans les journaux, dans des magazines. La caricature, ça va du portrait chargé où on ne fait que la tête de la personne. Sans gag. Sans gag, rien du tout, qu'on met parfois. Avant, elle existait dans la presse BD, puis dans la presse politique, je me souviens des couvertures de du pourquoi pas, etc. Enfin, David Lévin, tous ces portraits voilà. magnifiques. Et puis il y en a qui en ont fait juste un art. Il y a des gens qui publient pas, mais qui vendent leurs caricatures, soit sur les marchés, soit dans des grands musées ou dans des grandes galeries d'art. Je vais rebondir là-dessus. On va quand même parler. On va en parler de cette affaire Philippe Gueluc. Parce qu'on en papotait. En plus, avant le début du live Facebook. Non, mais là on Quel est dit votre- artiste, on dit pas, on dit plus. Ben là, c'est intéressant aussi parce que finalement, pour beaucoup, Gueluc est un dessinateur de presse. Alors, dans quelle mesure est-ce que vous considérez que vos métiers sont similaires ou différents à quel point? Et est-ce que, par exemple, vous trouvez que vos dessins pourraient avoir une place dans le musée Gueluc? Non, À lui de choisir. encore une fois, on fait pas le même métier. Ouais. Il publie des dessins dans la presse, mais il parle pas d'actualité. Très rarement. Quand même. Il évoque parfois une actualité, mais c'est souvent des gags intemporels, parce que si c'était des gags sur l'actualité précise systématiquement, on pourrait pas ouvrir un musée. Et je veux dire, il fait des dessins intemporels. Aussi, mais il fait aussi des dessins d'actualité, parfois. Très peu. C'est pas le fond de son business. Des dessins de société. Oui, business en l'occurrence, c'est bon. C'est pas le fond de son travail. C'est pas là-dessus qu'il est reconnu. C'est des gags, c'est des détournements voilà. Donc moi je pense qu'on fait pas le même métier. Il fait pas de caricature. Il a jamais caricaturé de croc. Hein. Voilà. À partir de ce moment-là, je pense qu'on. De Anne, peut-être, non? Gros nez, grandes Ouais. oreilles. Non, mais voilà, on nous met souvent dans la même catégorie. Alors moi, me retrouver dans un musée, déjà, de toute façon, l'idée, dans quelque musée que ce soit, me déplaît.
J'ai fait un ou deux dessins sur Gueuluc. Je ne pense pas que je serai invité. C'est très bien, ça m'évitera d'aller manger des langues de chat avec Rudy Vervoort Voilà. à l'inauguration. Et puis, enfin, voilà, c'est ça aussi, c'est que comme il fait du dessin d'humour et nous, on fait du dessin d'actualité, le problème de mettre nos dessins dans un musée, dans 10 ans, ils sont tous morts, nos dessins. Mais et quand même je dans dis 6 mois. dans 6 mois. Voilà, moi, ça n'a aucun intérêt. Un dessin de presse, c'est fait pour être vu dans un journal, 3 secondes, hop, excellent, et on passe à autre chose. C'est pas fait pour être mis dans les murs. Il y a beaucoup de choses qui sont pas faites pour être mises sur les murs. C'est déjà difficile de les mettre dans un bouquin en fin d'année. Il faut bien souvent remettre une petite phrase pour expliquer le contexte, parce que les gens ne se souviennent pas. Et même toi ou moi, parfois, on se souvient plus de quoi on parlait. Ah ben, C'est ça qui est déprimant dans ce métier. Mais on travaille pas pour la postérité. Gueuluc travaille pour la postérité, très clairement. Alors, si on n'a plus de questions, on va terminer avec... c'est une belle question d'actualité pour clôturer tout ça, sur le débat musée, le chat Gueuluc. Votre petite conclusion. moi, qu'il fasse ce qu'il veut, je Sans m'en vouloir fous. se fâcher les uns les autres, C'est pas, évidemment. ben non, Mais mais c'est un débat qui fait quand même beaucoup de bruit pour le moment. Ça touche quand même votre métier de D'après ce près que ou j'ai de loin. entendu, d'après ce qu'il disait, le musée, le bâtiment, il doit être rénové parce qu'il est vieux et délabré. Et la région bruxelloise, ou je ne sais pas qui, met de l'argent. Et pour pouvoir l'occuper, pour pouvoir mettre de l'éclairage, et pour pouvoir en faire un vrai musée, Gueuluc apporte 7 millions avec des sponsors, avec son propre argent, je ne sais pas très bien. Donc voilà, tant mieux. Et comme il a dit lui-même, si vous avez une autre idée et que vous avez 7 millions à mettre, faites-le. Moi qui ai un musée du chat, je m'en fous. Qui ai un musée du bus, je m'en fous. Non, je te rassure, moi, je n'en mettrai personne avec ça. Ça m'empêchera pas de vivre, d'aller voir un musée d'art moderne. Et puis j'irai peut-être voir le musée du chat. Mais voilà. Ça vous touche pas Il y plus a eu le que ça. musée Hergé, j'aime pas Hergé, j'aime pas son œuvre. Ça m'a jamais dérangé. J'ai juste pas été. Et puis voilà. Non, mais je crois que le problème fondamental qui se pose en une fois, c'est de savoir ce qu'est de l'art. Est-ce que c'est de l'art ou pas de l'art, en fait? C'est là-dessus que s'est cristallisé le débat. Les pétitions qui ont été initiées, c'est pour dire mais c'est pas de l'art, c'est du business. Il vend des mugs, il travaille pour le pognon. Andy Warhol aussi, c'était du business. Mais c'était voilà, de mais c'est ça. l'argent. Mais donc, si on veut vraiment arriver au fond du débat, le problème, c'est est-ce que le chat c'est de l'art ou pas? Voilà, c'est là-dessus, c'est autour de ça qu'est cristallisé le problème, pas sur le fait que ça coûte de l'argent, parce qu'effectivement, la région va mettre effectivement 7 millions pour rénover le bâtiment, et puis après, 9 millions, Je sais pas. voilà. Mais est-ce que c'est là-dessus le vrai débat? Est-ce que Gueuluc mérite un musée? Est-ce que c'est de l'art? Voilà. Moi, je ne sais pas. On peut en discuter pendant 3 heures. On n'arrivera pas. Mais c'est clair qu'à partir du moment où on fait un bronze à 300 000 euros, c'est forcément de l'art. Personne va te dire ah ben non, à ce prix-là, effectivement, je l'ai payé ce prix-là. Tu penses que c'est de l'art, quoi. Le type qui le vend te dit ben oui, c'est de l'art. Hein, c'est 300 000 euros, donc c'est forcément, si c'est cher, c'est de l'art. Voilà. Après. De toute façon, l'art, ça a toujours été avec un lien intime avec l'argent. Oui, mais tout à fait. Quand on peint la chapelle Sixtine, il ne le fait pas gratos, il est payé par l'Église, il est mandaté par l'Église, et donc il vend son âme, son œuvre à l'Église, et tous les artistes n'ont jamais vu, à part des gens comme Van Gogh. Mais donc le débat, il est sans fin. Est-ce que c'est de l'art? Qu'est-ce qu'il y a de l'art? Le problème aussi, c'est que ça tombe à un mauvais moment, c'est que on a les collections du musée d'art moderne qui pourrissent dans les caves parce qu'il n'y a pas moyen de les exposer. Et que la culture est morte à peu près voilà. depuis un an. Donc. Et qu'à côté de ça, on a un type qui vient se vanter de vendre ses bronzes à 300 000 euros et d'avoir un musée. Tant mieux. Je pense aussi qu'il y a un problème psychiatrique du côté de Gueuluc, parce que je pense vraiment qu'il a pété un boulon. Honnêtement, non, je trouve il a un boulot respectable et tout. Moi, Prends chocolat. Respect. Non, mais franchement, mais je veux dire, il y a le manque de modestie. C'est terrible, quoi. C'est terrible. Venir dire, j'ai posé sur les Champs-Élysées des bronzes à 300 000 euros, ils coûtent 300 000 euros, et avec un espèce de plaisir. C'est un peu indécent en ce moment, quoi. Et donc, ça cristallise aussi. Le personnage cristallise aussi un petit peu, quoi. Voilà. Il y a une espèce de mégalomanie que moi, voilà.
bon, voilà, je crois que je ne serai pas dans son musée. Mais j'ai vraiment beaucoup de respect pour son boulot de dessinateur de presse et tout ça. Voilà, j'ai beaucoup aimé le chat. Je Même ne pas peux trop plus le de voir dessinateurs, maintenant. je dirais. Mais Quoi? même pas trop de dessinateurs, de créateurs d'idées. Oui, parce que bon, humoristes, ok, mais voilà, dessin, on peut dire qu'au graphiquement, niveau c'est du pas- dessin, c'est pas particulièrement. Mais bon, on va te dire Mondrian, c'est des lignes avec des carreaux colorés, quoi. C'est pas mieux, forcément. J'aime pas plus que Mondrian. donc. Ok, mais c'est pas parce que c'est bien fait que c'est forcément de l'art. Mais bon, ça, c'est une question un peu de sensibilité des Oui, uns et oui, des c'est autres. ça. Et là, de- là, on est dans un débat que personne ne peut résoudre. Voilà. Mais je Bah, pense en fait, qu'il la y a un question vrai de base, problème. ce qui m'intéressait, c'était est-ce que vous vous sentiez concerné? Est-ce que vous, d'une manière ou d'une autre, c'est quand même un confrère à vous? Non, non. Et dans ce cadre-là, est-ce que Non, vous non, vous sentiez non, concerné par enfin, le débat? c'est pas parce qu'il Manifestement, dessine qu'on non. est confrère. Moi, on peut me parler de Franquin, je suis pas confrère avec Franquin. J'aimerais bien, mais je veux dire, on est dans une autre dimension. On fait pas la même chose, quoi. Vous êtes, je sais pas si vous êtes consoeur de Oprah Winfrey. J'aimerais bien. Voilà. Non, enfin, on fait pas non plus le même métier, quoi. Enfin, on publie dans les journaux, donc forcément, il y a une espèce de confusion. Oui, mais enfin, les journalistes aussi publient dans on les se- journaux. Oui. Le Non, allez, cruciverbiste bon, allez, publie dans les journaux. je veux bien un confrère. Ok, d'accord. Ok, je suis pas sûr que lui accepterait. Moi, je me sens pas concerné par un musée de la caricature. Je crois que tout le monde s'en fout, en fait. Ok, bah écoutez. Voilà. Vous Maintenant, posez- s'il expose Sampé et qu'il expose Steinberg, tout ça, impeccable, très bien. Qui fassent des expos tournantes sur des auteurs. Ouais. J'ai l'impression, à mon avis, que ça va plutôt être 12 mètres carrés. C'est quand même la notion aussi de fierté nationale. Le chat, c'est quand même très emblématique et c'est quand même connu Oui, mais au-delà de nos on dit frontières. c'est le et très symbole de belge, la quoi. belgitude. Pas le symbole, mais ça fait partie des symboles. La dérision, l'humour, tout ça très bien, mais on a oublié l'autodérision. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'autodérision du tout, il n'y a plus aucun recul sur le truc, c'est devenu un machin, un truc de... Enfin, bon, voilà. Vous avez compris que je ne suis pas totalement enthousiaste, mais on s'en fout complètement. Ce musée va se faire, il va amener du monde. Et alors, oui, il faut amener du monde dans le musée. Bon, je ne savais pas que Bruegel et Magritte avaient besoin de Gueluc pour amener du monde dans le musée à côté, mais tant mieux, impeccable. Voilà, Bah écoutez, je vous remercie je suis tous les grillé. deux. Je trouve que c'était une belle manière polémique de terminer ce débat qui nous a bien tenus en haleine. C'était bien rythmé, c'était très intéressant. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et on vous rappelle évidemment que ce débat est aussi à voir, à revoir et à consommer sans modération. Il sera disponible en replay sur nos réseaux sociaux. Une très belle soirée à tous. Merci de nous avoir suivis et à tous.